Salut Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Pour cet épisode-ci, l'automne est déjà bien entamé et je t'avouerais que pour les lecteurs et lectrices, j'ai l'impression que c'est vraiment une période spéciale. Où est-ce que là, on se divise en deux clans? Il y a ceux qui sont vraiment excités par la spooky season. Oui! On fait des piles à lire thématiques, on a envie de lire nos livres d'horreur, de thriller, des livres qui nous apportent des frissons. Et il y a aussi la team qui y vont selon leurs envies. Ça, c'est Audriane. On me pointe ici des panneaux lumineux envers moi, effectivement. Et aujourd'hui, je trouve que notre concept va venir plaire aux deux clans. On l'espère. Parce qu'on aborde des livres qui nous donnent des frissons, mais ce n'est pas nécessairement des livres spooky. Non. On a fait, dans le fond, quelques catégories avec des éléments qui sont... comment je dirais? Ben, qui viennent se révéler d'une quelconque manière, qui pourrait nous donner un petit ouf dans le dos. Ouais, un petit frisson, justement. C'est ça, mais pour différentes raisons. C'est ça. Fait qu'on a sorti quelques éléments que quand on retrouve ça dans des livres, on se dit « Oh, je suis pas sûre de ce que je suis en train de lire. » Vraiment. Et on va jaser de pourquoi ces éléments-là, ça nous amène une certaine peur, une terreur, une tension quand on les lit. Et on va jaser aussi de titres avec ces éléments-là à l'intérieur. Exactement. Puis j'ai même aussi envie de te dire, Cine, que je suis comme une grande fan de frissons. Genre, j'adore. Ouais. Mais en même temps, je crois que je suis la pire froussarde de l'histoire. vrai! de l'histoire des froussardes. À un point où est-ce que quand on est en train, ben chacune de notre côté, là, de faire un peu nos listes de ce qu'on allait parler, j'ai fait ça quand même relativement tard le soir. Et j'ai été capable de me faire des propres peurs. En te rappelant des moments ou des éléments. C'est bon. Regarde, c'était incroyable. Fait que je me suis dit, mais quel épisode ça va être? J'ai tellement hâte. Mais c'est fou aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui nous font peur, mais pour des raisons différentes, qui peuvent être aussi apportés dans des livres de façon vraiment différente. Et c'est ça qui va être le fun à explorer aujourd'hui. Est-ce qu'on se lance avec une première catégorie? Ah ouais, donc c'est toi qui nous fais l'honneur? Ok. Moi, j'ai vraiment envie qu'on commence avec ma préférée. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Vas-y donc. Ok. Elle s'appelle La bombe à retardement. Et je trouve que c'est le genre de catégorie qui a énormément de potentiel parce que ça peut être autant justement des livres un peu plus spooky, mais on peut vraiment se retrouver dans des fictions tout simplement. Oui. Et par bombe à retardement, ce que je veux dire, c'est le genre de livre, le genre de récit que tu lis. Là, tu le sais là, qu'on est en train de bâtir un certain crescendo vers un point de chute. Ça ne fait que monter, la tension est palpable. On le sait qu'à un moment ou un autre, ça va éclater, mais on ne sait pas comment. En plein visage. On sait pas comment, on sait pas avec qui, on sait pas ça va être quoi les répercussions. Et je trouve que ça amène le sentiment de l'appréhension. Et je me rends compte qu'en tant qu'électrice, c'est un de mes sentiments favoris quand je lis un livre. J'ai envie de me faire surprendre, mais j'ai envie de savoir que je vais me faire surprendre et d'attendre ce moment. Et quand ça arrive, c'est vrai par exemple que ça peut être soit vraiment une réussite ou un échec parce qu'on s'y en attend. Effectivement, il y a comme deux avenues possibles, mais quand on est capable de prendre le chemin où est-ce qu'on a la bouche qui nous tombe, on se dit, mais quelle réussite! Exactement. Puis je trouve aussi que les frissons que apporte la bombe à retardement, c'est comme insidieux un peu, là. C'est, tu sais qu'il va y avoir quelque chose, mais en même temps, t'as peur, mais tu sais même pas de quoi t'as peur. Mais elle est là. Elle est là. Elle est sournoise, quelque part. Ah oui, j'adore. C'était un très, très bon descriptif. Alors, moi, de mon... veux-tu commencer? Non, vas-y. Je te laisse même y aller. OK. Là. Ben, honnêtement, j'avais quelques choix parce que je dirais que le concept, en fait, de la bombe à retardement, ça fait un peu moins d'un an que j'ai découvert que ça m'amenait justement un certain thrill quand je lisais ces livres-là. Et j'en ai lu quand même beaucoup dernièrement. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Sogwon Island de David Van, qui est publié chez Gilmester et aussi aux éditions de Poche Totem. Effectivement, les superbes pages couvertures. Et je te dirais que c'est un livre qui est vraiment très court. Je pense que c'est 200 pages.
Ah, ok. Je en pensais format que c'était un poche, petit peu surtout, là. Ouais, Ok. non, c'est vraiment un livre très court. Un livre coup de poing. Hmm. Un livre qui me laissait un petit goût dans la bouche. Clairement. Pour te faire un petit synopsis, Vas-y. on suit un père et son fils qui s'en vont faire une escapade sur Squan Island, qui est une île dans le fin fond de l'Alaska. Et déjà là, je sais pas pour toi, mais moi, les histoires qui se passent en Alaska, ça m'amène un frisson de base. Peu importe c'est quoi l'histoire, parce que j'ai l'impression que c'est une région éloignée, Isolée aussi. isolée, Oui. où est-ce que quand il se passe quelque chose, t'as aucune ressource. Oui, je le vois pareil. Ouais. On dirait que même le fait que les nuits, les jours ne soient pas de la même longueur C'est vrai. que nous. Il fait Je trouve- noir souvent. C'est ça, je trouve que ça l'instaure déjà par une espèce de climat d'un manque de ressources, comme tu as dit, vu que Ouais. bon, on est très isolé, mais que ça l'amène aussi comme une espèce de temporalité où est-ce que tu es là, est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Est-ce que. Est-ce que la menace c'est- est réelle ou il fait c'est- juste noir? Déjà des frissons, oui! C'est ça. Donc, c'est ça. Le père et son fils partent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fils, il va de reculons. Et que le père voit absolument rien de tout ça. Lui, il a l'impression qu'il va sauver en fait la relation avec son fils de 13 ans parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Et en fait, c'est vraiment une histoire qui est, oui, très psychologique parce que j'ai l'impression que le père vit avec ses démons intérieurs. Totalement, c'est Et sûr. on a aussi un enfant de 13 ans qui essaye de sauver son père, mais il est tellement pas outillé pour ça. Il est un jeune garçon quand même, là. Exactement. On a aussi une bataille, en fait, physique parce que le temps est aride. Ils ne sont pas équipés, ils sont dans une petite cabine dans le fin fond de la forêt. Là, je n'en dirai pas plus, mais la chute dans ce livre, j'espère un jour que tu vas lire, qu'on va pouvoir en parler. Parce il est que... sur ma pile, là. Ben, pile non réelle encore, Liste de là, souhaits. mais c'est ça. Elle est sur ma liste de souhaits. Fait que je te cette dirais histoire. que Squan Island, c'est vraiment le livre qui m'a amené le sentiment d'appréhension le plus fort des livres que j'ai lus cette année en lien avec la bombe à retardement. Ah, mais c'est super! Oui? Oui, vraiment. Puis là, on dirait que ça m'étonne. Puis c'est peut-être parce que tu vas l'avoir mis dans une autre catégorie. Ah, je sais de quoi tu veux Ok, parler. fait qu'on va regarder. Non, je l'ai pas mis. Tu peux... ouais. Même pas? Ok, donc moi, je pensais à Dans son silence de Silent Patient. De Ah, c'est même pas ça que je pensais. Ah ouais? Je pensais que t'allais me dire Débâcle de Liz Spitt. Ah oui, mais non, mais ça c'est... Ça, c'est... On s'en on s'en reparle de ce livre-là. On s'en reparle. Mais Ouais. non, mais je m'étais dit, point de chute, où est-ce que tu as l'impression qu'on joue un peu avec ton esprit, qu'on joue un peu avec tes sens. Je pensais vraiment que tu allais me parler de ce roman. Mais c'est vrai aussi, mais dans son silence, je trouve que, tu sais, on est vraiment dans un thriller où est-ce qu'on Oui. sait qu'il y a quelque chose, mais j'ai envie, moins ressenti le crescendo. Ok, je comprends. Tu J'ai- voyais peut-être un petit peu plus venir? Pas vraiment? Ah non, moi j'étais surprise avec Dans son silence, là, j'ai Oui. rien vu venir. Mais oui, mais non, je pense que ça serait un bon choix aussi, mais on dirait que j'ai... Mais c'est correct. Des fois, c'est une question de perception au moment de la lecture, puis ça a fait que tu as arrêté ton choix avec lui. Ouais. Ce qui semble être un très bon choix aussi, là. Mais tu me fais penser, par rapport à Squan Island, j'ai envie d'ajouter, ne lisez pas la préface avant de vous lancer dans le livre, si jamais il vous intéresse. Et même que les premières lignes de la préface, c'est « Ne la lisez pas et retournez-y un coup que vous aurez terminé le livre » parce que, en fait, vous allez vous faire spoiler le point de chute si vous lisez la préface. Donc, je dis ça ici tout de suite. Et il y a vraiment une note de l'auteur aussi à la fin que je trouve super intéressante, où est-ce que ce livre-là, en fait, c'est comme un pansement sur son cœur qu'il s'est mis. Parce que quand il avait lui-même 13 ans, son père l'a invité à aller, dans le fond, vivre 1 an sur une île. Je sais pas si c'est Squan Island, par contre, mais dans le fond, il a vécu vraiment des événements similaires, mais lui, il a refusé. Donc là, il a écrit ce livre-là en fonction de qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il avait accompagné son père dans cette escapade-là. Fait que c'est pas nécessairement une autofiction, mais je trouve que c'est vraiment teinté peut-être de sa propre expérience. Totalement. Je trouve vraiment qu'il y a une profondeur à ce livre-là qui est définitivement teintée de son expérience. Ça fait penser un peu à des univers parallèles comme les What If qu'on retrouve avec les Marvel et autres, de si justement il s'était passé l'inverse de ce que finalement la réalité lui a donné. Là. Intéressant! Est-ce que tu veux qu'on y aille avec ton titre?
Ben certainement. On dirait que tu pars tellement en grand que je suis comme, mon Dieu, mais je suis pas dans la même optique, mais c'est pas grave. Donc, je suis quand même allée avec le même descriptif de la bombe à retardement qui est pour moi aussi cette espèce de coup au visage où est-ce que t'en es un peu sans mots finalement. Et moi, j'y suis allée avec un titre d'une autrice, en fait, que j'ai découvert l'an passé et qui a été comme un peu le début de ma fin, là. Donc, je l'adore. Ok. J'adore à 100%. On est dans du... Je dirais pas un thriller, mais on est dans quelque chose qui est très sombre, qui pourrait quasiment s'apparenter à de l'horreur, tant qu'à moi, mais sans nécessairement avoir le gore de cette horreur-là. Donc, on est vraiment plus dans quelque chose où les personnages et la description de ces personnages-là font l'histoire. Donc, je nomme ici le premier que j'ai lu parce que vraiment, ça a été un coup de poing au visage, qui est Genesis, de Karin Slaughter. Peut-être que l'image de couverture peut te dire de quoi, avec l'œil, là. Oui, c'est ça, où est-ce qu'on a l'impression qu'il y a comme une main, là, un peu étrange qui sort de là. Ça, c'est le genre de couverture que je suis même pas capable de regarder. Excusez pour ma toux, mais oui, effectivement, c'est vraiment le... Ça donne un certain ton. On dirait que déjà en partant, il y a comme un petit frisson là, qui s'amène. Et je te dirais, mettons qu'on en fait comme une espèce de petit résumé bien simple. Ça s'annonce comme étant quelque chose de banal. Et là, je mets ici les grands guillemets, dans la mesure où le descriptif peut paraître similaire à plein d'autres œuvres du même genre. Je t'explique ici rapidement. On a 2 enquêteurs, donc Sarah et Will. Will étant l'enquêteur principal de l'autrice là, de Karin Slaughter. Donc, ça se trouve être le tome 3. Mais ils peuvent se lire dans le désordre ou dans l'ordre. C'est vraiment des histoires qui sont indépendantes. On n'a pas nécessairement le résumé de l'enquête des... Non, exactement. Des tomes précédents. Exactement. Okay. Je dirais que l'avantage de commencer par le 1, c'est qu'il y a certaines descriptions qui nous sont données sur le personnage qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans chacun des tomes. Mais le fait de commencer par le 6, de commencer par le 3, le 2, peu importe, n'empêche pas le fait de bien comprendre l'histoire quand même. Donc, c'est ça. Donc, bref, on suit Sarah et Will. Les deux font partie d'une équipe d'enquête aux États-Unis. Puis, l'un est un enquêteur. Donc, Will, Sarah est plus dans l'aspect médico-légal de son équipe. Donc, elle est plus sur... dans quelles circonstances se sont passés les crimes, qu'est-ce qu'il y avait autour, le corps ressemble à quoi, est-ce qu'on se retrouve avec une victime ou on se retrouve avec une personne qui est décédée, là, dans le fond. Puis, les 2 personnages qu'on suit dans cette histoire viennent à enquêter sur la disparition de certaines femmes qui ont des enfants. Et la majorité de ces femmes-là sont retrouvées vivantes. Mais dans des états, ou du moins visuellement dans un état qui est très, très, très problématique, dû à de très grands sévices et de grandes tortures. Donc, c'est un bon portrait. C'est un bon portrait. Je vais pas plus loin dans le résumé parce que, comme je te dis, ça ressemble, je trouve, quand on en parle, à quelque chose que tu aurais pu lire dans à peu près n'importe quel trailer. Mais à la différence, c'est que Genesis nous présente vraiment ce que j'appelle la toile d'araignée. Donc, tout est très, très serré déjà au moment où est-ce qu'on commence l'histoire. Puis, rapidement, on a l'impression d'être cette petite bibite-là, qui est comme coincée dans la toile. On voit l'araignée s'en venir et on essaie de s'en défaire pour essayer de se sauver comme lecteur de toutes ces choses terrifiantes que l'autrice nous amène dans l'histoire. Puis, ce que je veux dire par là, c'est le point de chute comme tel, pour moi, est vraiment sur la description qu'on va donner aux personnages, mais autant du point de vue des victimes que du point de vue des bourreaux. Puis ça, je vous dirais que c'est vraiment comme l'ensemble des œuvres de Karin Slaughter qui nous amène dans ce genre d'horreur-là que j'appelle, où c'est très graphique, sans nécessairement tomber, comme je disais, dans le gore, mais où tous les petits détails comptent sur de quelle manière vont nous être données les informations, puis de quelle manière on va arriver sur des scènes de crime, par exemple. Donc, là où, justement, moi, la gueule m'est tombée, c'est, je veux dire, j'en ai lu là, des trailers, on s'entend? Oui. Puis, c'est l'un des seuls où je n'ai pas vu la fin arriver, parce que c'était tellement bien imbriqué l'un dans l'autre, que arrivé à la fin de l'histoire, j'ai comme eu une espèce de moment où est-ce que j'ai fermé mon livre, puis j'ai fait un « c'est pas vrai ». Tu
sais, j'ai Genre vraiment... bien joué, là. Ah, vraiment, là, tu sais, j'ai vraiment senti une espèce de poids me quitter des épaules, puis dire « Oh non, mais c'est ça qui se passe, là, puis là, je le vis. Ça me chamboulé du tout. Oui, on est dans une atmosphère qui est très sombre, qui est très, je vais dire, mouillée d'un États-Unis où est-ce qu'on est en plein mois d'octobre, saison des tempêtes, ouragans, etc. Fait que, tu sais, oui, il y a ça qui vient quand même ajouter à l'histoire. Oui. Mais demeure que les frissons étaient toujours un peu, dans ce cas-ci, là, pour le livre, un peu détournés de « C'est-tu vraiment ce qu'il dit? Ou c'est moi qui le comprends comme ça? » Où là, on nous amenait une victime qui nous décrivait comme ce qu'elle avait vécu, puis de quelle manière qu'elle était capable de sortir des griffes de son de ses bourreaux. Puis on est là, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou c'est le fait qu'elle a perdu un peu la notion du temps qui nous donne l'impression que tout s'est déboulé aussi rapidement que ce qu'elle le dit? Des enfants sont comme impliqués aussi, où est-ce qu'ils voient certaines de leurs mères disparaître. Fait que là, on a aussi un peu le point de vue des enfants que... On a comme cette espèce de naïveté-là où est-ce que, OK, on prend un peu de ce regard-là pour essayer de le combiner avec celui de Will, là, l'enquêteur. Bref, il y a quelque chose que tu le sais, là, qui est là, qui tourne autour, là, comme l'araignée, là, que je déteste, là, puis là, j'en parle, là, puis j'ai des gros frissons, là, je déteste ça. Mais bref, il y a quelque chose où est-ce que finalement, tu te rends compte que t'es vraiment bien ficelé dans toute cette toile, puis tu le sais que tu t'en sortiras pas jusqu'à la fin. C'est un bijou. Je trouve ça intéressant comment tu amènes la bombe à retardement. Parce que j'ai l'impression que le livre semblait être clair. Ah, vraiment. Mais il y avait tellement de zones grises immenses que c'est ça qui a permis, en fait, le sentiment d'appréhension. Ah, totalement. Puis je te dirais que la raison pour laquelle, mettons, je donne un 5 étoiles et peut-être quelques poussières en moins, c'est que Genesis se passe, je crois, en 2009 ou 2010 au niveau de l'écriture. Puis, il y a certains petits aspects, je trouve, qui est resté de son temps. Donc, ok, ça a mal vieilli un petit peu. Je peux pas dire que ça l'a mal vieilli, mais il y a des tournures de phrases où il y a certaines descriptions de personnages que je me dis aujourd'hui, on l'aurait peut-être pas présenté de cette même manière-là pour nous montrer, mettons, que un des personnages peut souffrir, mettons, de problèmes mentaux ou encore éviter de stigmatiser, je vais dire, certains comportements des victimes qu'aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus à jour au niveau de notre manière justement de les aborder ou du moins de les considérer. Fait que c'est minime, mais ça a été assez pour me dire ok, tu sais, ça le fait son temps quand même. Ok, fait que c'était pas trop choquant, mais juste assez pour que tu le soulèves. Des petites dénotations, c'est ça. Ok, il y aurait peut-être besoin d'une petite mise à jour, mais encore là, j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème de livres qui ont été écrits dans le début des années 2000. Effectivement, mais est-ce qu'elle vaut la peine, cette lecture? La réponse est oui. Mais voilà. Fait que si jamais vous voulez la lire, cette histoire à la pénombre, proche de certaines fenêtres ou autres, je suggère. Ah, tu me donnes envie de découvrir cette autrice. Elle en vaut la peine, surtout que t'en as. J'en ai un! C'est ça, là! C'est quoi le titre? Dans Blind Sight? Je crois que oui. Je crois que c'est la première aussi, hein? Ok. Oui, exact. Oh. Fait que là, tu te lancerais dans une grande aventure. Elle a commencé par un tome 1 en plus. Ça le fait. Donc voilà! J'adore! Est-ce que tu veux choisir la prochaine catégorie? Tu me laisses le choix. Oui. Ok. Est-ce que je peux y aller aussi avec mon top? Ben oui! On commence par le meilleur. Est-ce que tu penses savoir de quoi je parlais? Ah oui, je pense que tu parles des enfants bizarres. Oui! Et je fais une aparté. Vas-y. Parce que là, la catégorie qu'on vous présente, ce sont les enfants étranges, les enfants creepy. Et petite anecdote, ok? Vas-y. Pour te mettre en contexte sur pourquoi que j'ai décidé de prendre ce roman-là. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la pire froussarde. Puis ça remonte à loin. Donc, tu sais que j'ai un frère? Oui. OK. Mon frère, quand on était plus jeune, a fait pendant de nombreuses années des terreurs nocturnes. OK. Mais... Je vois ça venir, on dirait. Là. Fait que là, fermez les lumières. Écoutez le son de ma voix et laissez-vous bercer par ce souvenir terrifiant. Donc, je te mets en contexte, c'est ça. Mon frère faisait beaucoup de terreurs nocturnes étant plus jeune et il y a eu un moment dans cette carrière où il était convaincu de voir des choses qui s'apparentaient à, je vais dire, des esprits ou des fantômes. Ouais. Exactement. Puis,
qu'il faut savoir avec les terreurs nocturnes, du moins c'est ce qui s'apparente à celle de mon frère, c'est que souvent, ils ont les yeux ouverts. Ils te voient, ils ont conscience de leur environnement, mais il y a des choses qui s'ajoutent à cet environnement-là. Et... Est-ce que c'est un peu la paralysie du sommeil? Non, parce que c'est comme plus une forme de somnambulisme, mais éveillé. Donc, il va marcher dans la maison, il peut te parler, il t'aura pas nécessairement les réponses à la conversation, mais il est conscient, entre guillemets, que tu es présent. Est-ce que tu as installé un petit cadenas sur la porte de ta chambre? Écoute, on était pas loin! On était pas loin! Et tout ça, là, comme je te dis, je l'explique parce que ça fait du pouce quand même à l'histoire que je vais te présenter. Mais c'est ça. Est venu un moment où est-ce que mon frère, bref, imaginait tout ça. Et il y a une nuit, en particulier, où mon frère, ça m'a même réveillée pour te dire, rampait au sol. Non. Vers mon lit, et je vous dis, c'est une histoire vraie, la gang. Tout ça n'est pas genre de mon imagination, OK? Et il est venu se mettre à peu près au niveau des yeux sur le bord de mon lit. Pas possible. Je te jure. Et ce qui m'a réveillée, c'est oui, effectivement, les rampements par terre m'ont quand même perturbée, mais ce sont les chuchotements de Audrey-Anne. Et là, je le dis en chuchotant, fait que j'espère que le micro va bien le capter. Et quand j'ai ouvert les yeux, mais j'ai vu mon frère qui m'observait juste au niveau des yeux, sur le bout de mon lit. Eye contact, là. Ouais. Très, 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 très clair. Et il est parti à rire. Mais d'un rire que je ne pourrais même pas qualifier. J'en parle, j'ai des frissons. Diabolique. Ah, diabolique. Et il s'est levé. Et il est juste parti faire autre chose dans la maison. Mais ça me foutu la chienne de ma vie. C'est un traumatisme d'enfance. Oui, totalement. À un point où est-ce que... En plus, on était dans les débuts, là, bref, quand tout ça s'est passé de ces terreurs nocturnes-là, que je pensais que mon frère était possédé. Là. J'en étais convaincue. Donc, vient l'autre perception de ma vie. J'aime me faire des frousses aussi. Clairement, là, j'aime alimenter quand même mon imagination. Fait que, bref... Tout ça pour dire que c'était ma petite mise en contexte sur le roman que je vais te présenter. Où est-ce qu'on a accès à un enfant qui nous semble vraiment perturbé? Un enfant, et là, si mon frère nous écoute, non, Étienne, je sais que t'es pas perturbé, mais quand même, surtout pas possédé. C'est ça! Mais oui, c'est ça. Fait que l'histoire, en fait, nous présente un enfant qui nous semble perturbé et qui va aussi, semblerait-il, certaines choses. Plutôt lugubre, plutôt étrange, plutôt sanglante. Donc, l'histoire comme telle, parce que je sais, vous me dites, Audrey-Anne, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? On veut savoir! Donc, on est le livre que je vous présente, en fait, la traduction française a le même titre en anglais, qui est Hidden Picture, de Jason Rekulak, que j'ai lu avec, j'aurais tendance à dire, Bragelonne Terreur. Oui, je confirme. C'est bien ça, hein? OK, donc, voilà. L'histoire, ben là, vous me voyez un peu venir, un enfant, somme toute, assez étrange. La particularité du livre, en fait, c'est qu'on a accès, dans l'histoire, à des insertions, des illustrations, donc des dessins faits par cet enfant-là de ce qu'il voit, en fait. Et on se rend compte qu'il y a comme une espèce d'effet crescendo. Donc, on commence avec des petits dessins un peu étranges, mais très subtil, on va se dire, pour un enfant de 5-6 ans, où est-ce qu'on se dit, bon, peut-être qu'il y a une imagination assez fertile. Et plus on avance dans l'histoire, et plus on nous présente des illustrations qui deviennent de plus en plus terrifiantes, puis qui mettent de l'avant quand même des scènes, je veux dire, plutôt particulières. Que tu te dis, ben, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est tiré de l'imagination très débordante de cet enfant? Je sais pas trop. Ce qui fait en sorte que on a accès, je trouve, à l'essence même de mes frousses d'enfance. Non, c'est directement lié, là. Et j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle j'ai autant accroché à l'histoire. C'est qu'on y suit, en fait, une nounou, nommons-la ici, qui vient, dans le fond, à garder un enfant issu d'une famille, pas de la classe ouvrière, mais on va dire une famille de classe moyenne, qui habite une vieille maison. Et là, plusieurs facteurs ici, là. Plusieurs facteurs. Et cette nounou habite en fait l'espèce de cabanon qui est un peu la maison d'amis de ce lieu-là. Et dans lequel aussi il se passe
des petites choses. Et là, ben, on voit là, tous ces éléments-là nous amener à quelque chose qui est assez paranormal, qui mélange aussi le côté réalisme de l'imaginaire et des petites peurs d'enfants qui nous sont données à nous comme lecteurs comme étant quelque chose de très adulte. Mais je recommande, niveau frousse, j'ai eu un très bon moment de lecture. Mais c'est un livre que ça fait longtemps que je veux lire. Mais honnêtement, j'ai presque envie de dire que ta frousse d'enfance est pire que le livre. Ah tu viens de parler. Ça marque les esprits. Le rire. Ah oui, là, et pour vrai, je veux dire, ça s'invente pas. Je veux dire, ça s'est vraiment passé comme je vous le décris et je pourrais en compter de long et en large. Mais il y a vraiment quelque chose de spécial, je trouve, avec soit les rires ou les sourires dans des moments comme ça, où justement, t'es comme sur l'adrénaline. On dort, là, on est très vulnérable. Mais bref, fait que c'est une lecture que j'ai faite aussi à la pénombre de nuit, dans mon lit. Chose que à un moment donné, je me suis dit, bon, ben tu sais quoi, je ferme tout et je me couche parce que c'est assez. Mais je veux dire, c'est très agréable. Je veux dire, au final, ça se lit très rapidement. C'est un livre qui frôle peut-être les 300 pages, mais parsemé d'illustrations, on dirait que ça donne comme un certain format assez tangible des peurs que j'ai bien aimé. C'est un bel ajout, je trouve. J'ai envie de te dire que moi, je sais pas à quel point les enfants étranges me font peur. Oh my God! Oui, est-ce que ça va? En fait, les enfants étranges me font peur, mais dans certains contextes précis. Ouais, où est-ce que je trouve que des fois, on les insère dans des récits où est-ce qu'on leur donne des comportements bizarres, mais finalement, ça veut rien dire. Ouais, je comprends. Ou est-ce que, tu sais, des fois, justement, le concept un peu, soit une femme de ménage ou une nounou qui arrive dans une maison, il se passe des trucs bizarres. Puis là, il y a un enfant qui est bizarre lui aussi. Mais finalement, c'était juste un élément pour faire peur, mais qui n'est pas nécessairement imbriqué dans les récits. Ça, je suis comme, on a juste utilisé un élément qui est catégorisé comme terrifiant et on l'a inséré pour ajouter un peu plus de frissons, mais sans nécessairement que ça ait une raison d'être. Puis ça, quand ça arrive, je suis comme, écoutons. OK, mais là, j'ai envie de te poser une question d'abord, OK? Mettons qu'on joue à ça ou ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Puis là, on dirait que, en tout cas, je pose la question. Est-ce le petit enfant un peu sorti de nulle part, weirdo, qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe? Ou la personne âgée, un peu crazy, pas trop stable non plus. Ah, l'enfant quand même. OK, fait qu'on reste quand même au niveau de l'enfant, parce qu'il y a des personnes âgées, ça fait peur aussi, là. Oui, c'est vrai. Oui. Mais, en fait, c'est pas que l'enfant étrange ne me fait pas peur, mais je trouve qu'il est trop souvent utilisé, pas à bon escient. Il y a de ça j'avoue. Quand j'en vois un inclus dans un récit, on dirait que j'ai pas automatiquement la frousse. Je vais comme me dire, je suis encore dans un cas où il y a juste un enfant bizarre pour rien. On dirait que c'est la première pensée qui me vient. Mais par contre, quand on me donne un enfant avec des comportements étranges, mais que je sais que cet enfant-là a vécu des choses et là a ces comportements-là, ça me fait peur, par exemple. J'ai déjà peur. On dirait que j'imagine juste en voir un ou la fenêtre puis je file pas bien. OK. Et là, moi, j'ai envie de te parler d'un livre que j'avais parlé brièvement dans un autre épisode, mais à ce moment-là, j'avais juste lu 15 pages. Puis là, le livre est terminé et fait partie de mes coups de cœur de l'année. Mais vas-y. Dear Child de Romy Osman. Et il y a une version française publiée chez Babel sous le nom de Chère Petite. Je le cherche, celui-là. Tu le cherches? Oui. Il est introuvable. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il est difficile à trouver. S'il vous intéresse, il va peut-être falloir que vous passiez une commande et non aller faire le tour des librairies du quartier parce que honnêtement, je ne l'avais jamais vu avant de faire une recherche et encore à ce jour, je trouve aucun stock dans les librairies. Je comprends pas, parce que pour vrai, tu me l'as vendu, ce livre. Mais je vais te le revendre. Je suis prête. Toutes les oreilles sont tournées vers toi. Vas-y. Où est-ce que, l'histoire en fait est beaucoup plus grande que des enfants étranges. On se retrouve en fait avec une fille qui a été kidnappée à l'âge de 23 ans. Et là, ça fait un bon 13 ans qu'elle est dans sa cabine, dans le fin fond de la forêt, avec son kidnappeur. Kidnappeur qui est un peu devenu son mari avec le temps.
parce que, bon, lui fait semblant d'avoir une vie de famille avec elle. Elle a eu 2 enfants avec lui, mais elle est toujours emprisonnée dans cette cabine. Ce qui est l'horreur, là. Ce qui est l'horreur, là. Oui. Honnêtement, là, ce livre-là est vraiment... Mon pire cauchemar. Oui, mais il est époustouflant. Parce que j'ai envie de dire, malgré... C'est très, très, très terrifiant, là, tout ce que je viens de dire, là. Mais malgré ça, je tiens à dire qu'il y a une touche de lumière, de résilience et d'espoir. C'est tellement magnifique. Fait que pour ça, je trouve que ça fait vraiment une belle balance. Et bon, où est-ce que là, les enfants terrifiants entrent en scène parce que ces enfants-là n'ont connu que la vie de kidnapping. Ils sont nés dans cette cabine-là, n'en sont jamais sortis et ont appris la vie par un dictionnaire. Donc, connaissent les définitions. Je sais que le bonheur, c'est quand j'ai envie de sourire, par exemple, c'est quand j'ai le cœur qui palpite. Vont savoir, par exemple, les mots... quelles sont les réactions physiques attachées à ça, mais n'ont pas nécessairement expérimenté ces choses-là. Et là, où est-ce que moi, ça me fait peur, c'est que ces enfants-là, justement, n'ont pas connaissance de la vie normale, donc ne connaissent pas les normes, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. J'ai l'impression qu'ils sont tellement, en fait, dans une bulle qui n'a jamais été percée, que je me dis... Moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, ces enfants-là ne savent pas, justement... Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Puis là, je me dis, peut-être qu'ils font des choses, mais que ça devrait pas se faire, mais eux, ils savent pas que ça se fait mais pas. c'est trop. Oui. Et là, en fait, c'est ça, ce n'est pas un spoiler, là, tout ça est dans le synopsis, mais en fait, ce qui arrive, c'est que la femme sort de sa cabine, réussit à s'enfuir, mais ce n'est pas parce qu'elle est libérée que l'enquête se termine là, parce qu'on veut toujours savoir, en fait, qui est le kidnappeur. Puis il y a vraiment aussi tout un côté psychologique du retour à la vie, de ses parents aussi qui l'ont cherché pendant 13 ans. Ah, c'est aussi, hein, c'est atroce. Ouf. Oui, vraiment. Mais là, moi, la petite fille, là, Anna, là, elle me faisait tellement peur parce qu'elle arrêtait pas de dire que la tête de son papa avait fait splash comme un melon, qu'on échappe par terre. Là, je me dis, oh mon Dieu! C'est parce que ça vient de quelque part, ça vient de quelque part. Puis que là, son petit frère était vraiment tanné de genre laver le tapis, mais là, tu comprends que c'est parce qu'il lave des taches de sang à n'en plus finir. Ah oui. Puis là, mais elle a dit ça sur un ton, là, comme si c'était la vie. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, c'est cette ligne-là entre le mal et le bien, que j'ai l'impression que ces enfants-là n'ont pas tracé cette ligne-là. Mais c'est ce semblant de banalité, on dirait. Oui, la banalité, c'est comme... Moi, oui, je comprends. Oui, fait que honnêtement, ce livre-là, oui, je le conseille pour les gens qui aiment les enfants avec des comportements étranges dans des livres, mais c'est ça, c'est vraiment un super bon thriller, une enquête qui est super émouvante. Puis, en fait, je tiens à dire là, que je n'ai rien vu venir. J'étais dans le noir. J'avais l'impression d'être dans le fin fond de la forêt, moi aussi. Je voyais rien. Et je trouve ça fou parce qu'il y a peu de secrets et peu de personnages. Et malgré ça, j'étais comme, j'ai aucune idée. Aucune idée de ce qu'on m'amène. Ouais. Puis je trouve que ça vient rejoindre un peu cette espèce de notion-là qu'on peut se faire des enfants qui sont imprévisibles. Donc, ça donne quand même un certain poids à ton récit. Si en plus, le fait justement d'en voir, parce que j'imagine que c'est pas juste ces enfants-là qu'on suit. Non, il y a plein d'autres personnages. Bon, c'est ça. Fait que, le fait que quand même, ils arrivent à te mener à terme sans nécessairement que tu doutes de la fin. Ouais. Ah non, c'est ça, là. On dirait que comme je suis contente qu'on tourne ça à la lumière du jour, parce que c'est le genre de truc que je me dis, bon, y a-t-il quelqu'un de caché ici, là? Fait que c'était ça ma petite nuance au niveau que les enfants étranges me font peur, mais quand c'est vraiment placé dans des récits crédibles avec des traumatismes réels. Ouais. Je dirais ça de même. Ouais. Pas seulement comme un outil pour donner des frissons. C'est parce que c'est vrai que c'est rapide. Je t'avouerais que Hidden Picture va donner un peu ce format-là où est-ce que clairement ça aurait pu être un adulte qui livrait cette histoire, ou en tout cas à peu de choses près. Mais le fait que ce soit un enfant en rajoute, je comprends que la ligne est mince. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, mais c'est le fun, on a quand même chacun nos petits créneaux de qu'est-ce qui nous donne des frissons. Vraiment, fait que vous avez la personne que ça y en prend quand même un peu. Puis moi, le fait qu'on me dise enfant bizarre, je vais être là, oh mon Dieu! Mais j'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression qu'il y a des catégories plus loin dans cet épisode où est-ce que moi je vais être comme je ne peux pas. Puis toi, tu vas être comme bah c'est pas plus grave que ça! Donc, je choisis la prochaine.
OK, là, on a quand même parlé de trucs terrifiants. J'ai envie de t'amener dans quelque chose de peut-être un petit peu plus doux. Vas-y donc. Avec notre catégorie une boisson chaude. Donc là, les temps sont frais. On s'emmitoufle dans une doudou. Et on lit peut-être des choses qui nous donnent des frissons, mais qui sont peut-être dans des contextes un peu moins sanglants. On l'espère, en tout cas, oui. Et moi, je trouve que le cozy mystery embarque très bien là-dedans. Je sais pas Vraiment. si toi aussi, c'est ça ce que t'avais en tête. Ben, c'est sûr, je veux dire. C'est un genre même qui est sous-estimé. C'est vrai. Je pense que comme on l'oublie facilement parce qu'on se dit qu'on veut avoir des grands frissons, mais c'est quelque chose qui est tellement agréable, le cozy mystery. Moi, je l'adore. Et on peut aussi le lire très tard le soir sans problème. Oui, certainement, c'est le genre de petite lecture de chevet qui se fait très bien. Quand même! Et là, moi, je t'avoue, par exemple, que le Cozy Mystery m'intéresse énormément, mais je n'en ai pas lu beaucoup. En fait, j'en ai lu seulement un, et c'est ce que je vais te parler aujourd'hui. Vas-y! Donc, je vais te parler de Boo, de Neil Smith, qui est un livre qui a originalement été écrit en anglais, si je me trompe pas, mais qui a été traduit chez Alto. Et c'est un auteur de provenance canadien. Ah, ok, intéressant, tu vois, je savais pas ça. Ouais, je pense même qu'il vit à Montréal, en fait, mais il écrit en anglais. Ok. Moi, j'en sais pas plus, honnêtement, mais ça serait une petite intéressant. recherche à faire. Tu me l'apprends. Et en fait, là, ce livre-là est vraiment unique. Il faut pas se lancer en se disant qu'on est dans une enquête, là, dans un cozy mystery normal. Parce que oui, enquête, il y a, mais cette enquête-là est faite par les enfants. Donc, on retrouve un jeune homme de 13 ans qui est doté d'une douance. Là. Vraiment, là, je soupçonne même un autisme ou peut-être Asperger, mais ce n'est pas nommé vraiment explicitement, mais on le comprend entre les lignes. Et ce petit garçon-là, fait une fixation sur le tableau périodique de sciences, sur Jane Goodall, sur Einstein. Il est vraiment comme... En fait, il fait des fixations sur des trucs scientifiques. Et on comprend aussi entre les lignes qu'il vit beaucoup d'intimidation et que l'amitié, en fait, c'est quelque chose qui est inconnu pour lui parce qu'il est vraiment pas capable de faire des relations. En fait, il est pas capable de développer une relation avec quelqu'un, il dit jamais la bonne chose, il se fait juger très rapidement. Oh, c'est triste quand même. Oui, c'est vraiment triste, mais l'affaire que je trouve très intéressante, c'est qu'on ne le lit pas en ayant le cœur serré parce que le livre est tellement amené d'une façon ludique, c'est amené de façon vraiment drôle, ce qui fait que je trouve que ça atténue un peu le côté triste de cette intimidation-là. Et dès que le livre commence, c'est comme s'il y avait eu une fusillade. Parce que lui, la dernière chose qu'il se rappelle, c'est avoir vu l'intérieur de son casier. Et il se réveille au paradis. Et là, c'est le côté ludique qui arrive, où est-ce que là, il se réveille au paradis, mais c'est seulement les enfants de 13 ans qui sont décédés aux États-Unis qui se retrouvent au même endroit. Et là, c'est comme ils sont dans un petit village. Et là, lui, il veut en fait apprendre qui l'a tué. Et c'est ça, et dans le fond, les autres enfants de son école qui ont été tirés aussi se réveillent. Donc là, ensemble, ils vont mener une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais c'est comme une histoire qui se déroule dans la vie d'après. La vie après la mort. OK. Puis, dans le fond, c'est que ton cozy mystery vient du fait qu'il y a quand même une petite pointe de lumière. Tu sais, c'est assez automnal, sans nécessairement aller dans quelque chose de très... je te dirais que c'est marquant, épeurant. Ouais, c'est comme cozy parce que je trouve que oui, il y a l'enquête, mais c'est surtout le personnage principal, en fait, qu'on suit dans cette vie après la mort. Et là, il se fait des amis, donc en fait, il découvre un peu c'est quoi l'amitié. Puis, oui, il y a l'enquête, mais c'est comme une sous-enquête un peu. Oui, c'est pas le thème principal de l'œuvre, dans le fond. Non, c'est ça, mais c'est quand même toujours là. Puis, je sais pas, c'est juste vraiment lumineux, je trouve, mais c'est vraiment ludique, là. C'est vraiment, faut pas prendre ça au sérieux. Puis, le texte aussi est écrit comme si il écrivait à ses parents. Comme tout, mais tout là, ça le livre, c'est touchant! Oh, mais oui! c'est touchant, mais ludique, là. Ça fait 3 fois que je le répète. Mais non, mais je comprends. c'est vraiment, tu sais, j'avais pas envie nécessairement de lire ce livre-là en me disant, pauvre lui, c'est plus comme un grand rire, mais avec une petite enquête aussi. Mais je trouve que ça a l'air, en fait, d'être intelligent comme genre d'enquête. Ou est-ce que finalement, on dirait que l'enquête, c'est comme au sens large de dire, oui, ok, bon, il
il y a tout ce qui est venu de son vivant, mais c'est quasiment aussi une quête de soi, une quête de, je veux dire, de son estime, de sa rédemption, de pour les parents. Tu sais, on dirait que j'ai l'impression, en tout cas de la manière que tu m'en parles, que ça se fait de plein de façons possibles. Puis je trouve que aussi le livre met vraiment une belle emphase sur les différences entre les personnes, parce que quand ils arrivent dans la vie après la mort, justement, ces différences-là vont comme s'effacer. Ou est-ce que si, par exemple, j'avais une maladie grave, ben, dans cette vie après la mort-là, je suis en super santé. Si j'ai besoin de lunettes, ben, ma vision devient parfaite. Donc, on dirait que ça met tous les adolescents sur le même pied d'égalité, puis on dirait qu'ils réussissent un peu à former des alliances en fonction de ça. Okay. Donc, on va au-delà, en fait, de ce qui pourrait nous différencier de par notre physionomie ou du moins de par autres trucs qui pourraient être diagnostiqués. Intéressant quand même. Moi, c'est vraiment un livre au-delà unique. de. Je prends note. On dirait qu'il m'interpellait pas, mais de la manière que tu m'en parles, je me dis, il y a peut-être de quoi qui me ferait comme accrocher à l'histoire. Je pense que c'est le genre de livre qui est pas nécessairement... on va pas nécessairement le binger, là. On va pas nécessairement le lire rapidement. Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que chacun des chapitres est sous le thème de un des éléments du tableau périodique. Oui, ok, aussi, j'adore. Tout est super bien ficelé, là. Ben, en tout cas, tu me le ficelles bien. Vraiment. Je te laisse la parole pour le tien. De mon côté, je t'avouerais qu'avec le Cozy Mystery, j'hésitais entre deux. Qui étaient vraiment à l'opposé parce qu'il y en a un, je pense, qui correspond plus au genre, alors que l'autre, dans ma tête, venait vraiment avec l'espèce de saison dans laquelle on peut se retrouver avec le Cozy Mystery qui est comme l'automne. Fait que je vais pitcher les deux parce que les deux sont très sommaires, surtout qu'il y en a un qu'on connaît très bien, fait que je risque de m'attarder un petit peu plus à l'autre. Mais quand même, je trouve qu'on a comme les deux voies possibles. Le premier, c'est, je te dirais, on va dire l'avenue peut-être entre guillemets un peu plus commerciale, qui est Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Holly Jackson. Donc, qu'on est comme dans une espèce de formule un peu plus casuelle, là, donc un peu plus même de forme podcast, où est-ce qu'on suit une jeune fille du lycée, donc du secondaire, qui a 17 ans à peu près, qui est Pip. Puis qui vient à enquêter sur la disparition d'une fille qui fréquentait aussi son lycée. Puis cette fille-là qui fréquentait le lycée, bon, elle disparaît dans des circonstances un peu louches et Pip décide d'en faire son projet de fin d'année. Et elle se lance justement à enquêter avec ses amis, avec un acolyte qui est à peu près du même âge qu'elle. Et bref, on est dans quelque chose qui est assez... je vais dire assez coloré de par la personnalité de Pip, où est-ce qu'on n'est vraiment pas avec un personnage qui est exécrable, on n'est vraiment pas avec un personnage qui est aussi niais ou complètement niaiseux, en fait, là. Donc, elle a vraiment comme une belle intelligence, oui, émotionnelle, mais juste, elle est complètement brillante aussi. Puis, bref, on la suit à travers ça. Puis, je trouve que dans le Cozy Mystery, où est-ce qu'on a juste envie d'avoir... Moi, je les appelle un peu ces enquêtes-là du quartier. Où est-ce que tout se passe dans la petite ville, tout se passe un peu avec les personnes qui ont grandi dans cette petite ville-là, avec les rumeurs de ci, avec le travail de papa qui mène à telle affaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant où est-ce qu'on est capable de se situer là, dans cette ville-là, de voir un peu ce qui se passe autour, puis automatiquement, on dirait que ça vient comme avec un paysage un petit peu plus automnal. Oh, j'aime ça. J'adore. Pour vrai, il me reste le dernier que j'attends en version française. Mais c'est vraiment une excellente série. Malheureusement, qui a été gâchée par Netflix, à mon humble avis. Tu l'as écouté, c'est ça que je voulais te demander. C'était vraiment mauvais. Mais en fait, c'était pas à la hauteur. Je trouve qu'il y avait beaucoup de facilité. Puis le personnage féminin principal est vraiment pas aussi attachant que dans les livres. Ça reste un moment comme correct, là, mais j'avais hâte de la finir, mettons. Puis c'est une mini-série. Là. Est-ce que les événements sont quand même fidèles, là, ou on a réellement changé? Oui. Ok. C'est, je vais dire, abordé de manière très, très, très comme à petite dose, de manière éphémère, mettons. Mais moi, je trouve qu'on se décolle quand même à plusieurs moments du livre, ce qui est dommage. Ok. Ouais. Justement, j'avais l'impression que la série avait eu un regain à cause de la série télé. J'ai pas ce ressenti-là.
OK. Mais bon, c'est mes yeux. Peut-être que quelqu'un pourra me dire que ça lui ressemble davantage, mais de mon côté... Ah, mais je voulais plus dire, a eu un regain dans le sens qu'on l'a plus vu sur les tablettes, qui a été remis de l'avant à cause de la visibilité que la série a donnée. Peut-être. Ça pourrait être logique. Quoique j'ai l'impression que c'est le genre de série qui s'est jamais vraiment essoufflée. C'est vrai, ouais. Je trouve qu'elle a toujours suivi une belle vague. Elle a toujours été appréciée aussi de par à peu près tout le monde que je connais. Il y a quelque chose qui mérite qu'on lui laisse la chance. Là, Casterman, normalement, là, qui est la maison d'édition avec la traduction, est censé en faire le 3e qui semblerait être un petit peu plus sombre que les 2 autres. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça nous a pris autant de temps. Pour vrai, là, si des personnes qui travaillent chez Casterman nous écoutent, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit faire 5 ans, je l'attends, le tome 3, je comprends pas, là. Je m'en peux plus. Mais ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est la raison, effectivement, pour laquelle il a autant tardé, parce qu'au départ, je pense qu'ils ne voulaient même pas le traduire, vu que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. Quelle mauvaise décision! Mais oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ce qui est de l'avenue un petit peu plus commercial. Mais sinon, l'autre qui me vient vraiment en tête très, très rapidement, c'est Broken Things, avec le S. Donc, Broken Things de Lauren Oliver. Donc, on est vraiment dans un récit young adulte, mais qui correspond 100% au Cozy Mystery. Donc, on a une enquête qui se laisse aller au fil des pages. Encore une fois, on est inscrit dans une municipalité qui fait très Gilmore Girl, là, donc très, très petite ville, village où tout le monde se connaît, tout le monde fait ses petites affaires et arrive un événement tragique qui vient changer en fait la face de tout le monde et qui vient changer aussi le quotidien de tout le monde. Tu me fais réaliser là, que la trope du small town, là, c'est bon en romance, mais c'est bon en thriller aussi. On adore. On adore. On adore. Cette espèce de petite communauté-là serrée où est-ce que le drame est quasiment pas permis finalement. Donc, c'est ça. Donc, on retrouve ici l'histoire de 3 jeunes filles, 3 jeunes ados qui ont grandi ensemble toute leur vie et qui sont aussi typiquement ados. Donc, certaines jalousies, certaines mesquineries, mais une très, très grande sororité entre les trois jeunes femmes, les 3 jeunes filles. Puis, il y en a une, en fait, qui disparaît sans laisser de traces. Encore une fois, le souci du détail dans Broken Things, tant qu'à moi, repose sur cette évolution-là des personnages avec l'absence d'une membre du trio. Où chacune vient à se questionner sur qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment, sur aussi qu'est-ce qu'elles ont à manquer de l'absence de leur meilleure amie, qui était vraiment comme le point de ralliement, mais aussi les propres démons de cette jeune fille-là sur toute sa vie et toutes les personnes qui l'entourent. Donc, c'est vraiment... Oui, une enquête, mais une relation sur les différents types d'amitié, puis de quelle manière on les perçoit étant plus jeunes et de quelle manière on les perçoit lorsqu'on est rendu à la mi-vingtaine. Puis je trouve que c'est fait avec tellement de belles émotions que malgré tout ce qui se passe au niveau de l'enquête, moi, ce que j'en ressens, c'est cette espèce de lien-là d'attachement entre les 3 jeunes filles qui, pour de vrai, c'est pas le livre de l'année. Mais pour un Cozy Mystery, là, tu t'imagines avec ta petite tasse de café ou ton petit thé chaud, ta petite doudou tricotée super confortable, tes petits bas de laine, tu regardes la pluie qui tombe dehors, puis tu te dis, mais quel moment parfait. C'est ça, ce livre. Puis c'est le genre de contexte aussi, j'ai l'impression que ça fait des beaux reflets sur nos vies personnelles presque, parce qu'on voit des groupes d'amis, puis tu sais, on dirait que dans des groupes de 3 ou 4, justement, chacun a son rôle un peu. Puis là, quand on perd un pilier comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre le rôle que cette personne-là avait? À quel point ça fait un vide aussi? Vraiment. Puis, tu sais, c'est un peu des passages entre le passé et le présent. Puis on essaie de construire. Là, bon, il y a une histoire de journal intime qui est finalement plus une histoire que la jeune fille s'est racontée à elle-même pour éviter certaines situations de la vie réelle. Il y a quelque chose avec le passage entre l'adolescence puis l'âge adulte. Ça reste du young adulte, donc ça reste très accessible. Il n'y a rien de complexe non plus au niveau des thèmes abordés. Mais c'est fait avec une certaine justesse qui est agréable. Donc là, c'est un young adulte qui plairait à un public plus jeune, mais qui est aussi bien adapté pour un public un peu plus adulte. Totalement. Ah, ça, j'aime ça. Ouais, pour vrai, c'est vraiment... Puis c'est pas très long, là, je veux dire. Ça se lit vraiment bien en 7 saisons. Mais là, on dirait que je suis surprise parce que Lauren Oliver, dans ma tête, elle écrivait des dystopies.
On l'a connu pour cette Ok. dystopie, mais non, la majorité de ses romans n'en sont pas eu. Ah bon, c'est bon à savoir. Parce que toi, tu fais sûrement référence à Delirium. Oui. Mais non, c'est ça, étant une fan de Lorraine C'est Oliver. ça, hein, Ouais, ouais. c'est ça, non. Je te dirais que les autres de ses œuvres vont toucher davantage aux émotions, à l'adolescence, passage à l'âge adulte, mais pas dans des dystopies. Ah, mais je suis contente parce que je pense que c'est un livre qui date aussi un peu. Fait Celui-là, qu'on ramène oui, sur le 2019, 2016? Ah, juste ça. Ok, À peu je près. pensais que c'était 2010. Non, c'est un de ses plus récents, fait que peut-être plus 2016, mais Ok. on est 2010 passé assurément près de 2020. Ah, c'est bien. Fait que voilà. On serait rendu à notre prochaine. Oui! Hey, ça achève Ah. déjà. On quitte notre domaine réconfortant pour aller vers ailleurs. Est-ce que tu choisis ou je choisis? J'ai envie d'y aller tout à l'opposé avec la grande noirceur. Dans les pénèbres! Oh mon dieu, mais vas-y! Les pénèbres, Non. les ténèbres! Je pense que La ça se dit pénombre? la pénombre. Les pénèbres. Bon, ça recommence! Fait que pénombre et ténèbres. Je t'invente un nouveau mot. Ah ouais, donc? Donc, ambiance sombre, environnement lugubre, petit raccoin. Ouf. Ces choses un peu qu'on regarde du coin de l'œil. Ouais. Oh, oui! Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une bébite. Quel bébé! Donc, un livre que j'ai envie de vous en parler parce que je trouve qu'il vaut la peine d'être mentionné, mais je ne le recommande pas d'emblée à tous. Je pense qu'on Je a vais- le même. Hein? Non, impossible. C'est quoi ça me dire? Attends un peu, j'ai pas Ok, ouais, vas-y! Je suis comme passée! Moi, Où est-ce que je vais en jaser, puis s'il pique votre curiosité, vous vous lancerez, mais je ne pense pas que c'est un livre qui va plaire à tout le monde. Puis je l'ai physique ici parce que Ah. je trouve que Mm. la couverture inspire la grande noirceur. Et c'était vraiment pas ce que j'avais en tête. C'est correct. J'ai hâte que tu me dises c'est quoi tu pensais. Je vais t'en reparler après, oui. Parfait. Donc, de son titre original, We Have Always Lived in the Castle, qui est aussi traduit en français chez les éditions 10-18, sous le titre Nous avons toujours vécu au château. Ouais, c'est assez. Ouais, je pense que c'est ça. Un bon copier-coller, là. Ouais, un oui. bon copier-coller, qui a été écrit par Shirley Jackson, Mhm. qui est vraiment connu pour son autre œuvre, Hunting of Hill House. Est-ce que ça dit quelque chose? Je pense que je sors des brumes, ça me dit absolument rien. Ok, parce que dans le fond, cet autre livre-là a été adapté sur Netflix, une série qui a vraiment eu des notes folles. Ouais, là, ça me dit C'était quelque chose. vraiment aimé, Oui, ouais. oui, mais je l'ai pas vu, je suis trop peureuse, mais. Ah, moi non plus, c'est pas mon genre de série, mais je sais en fait que ça a quand même fait Ok. partie d'un palmarès de séries justement un peu spooky, Mhm. où est-ce qu'il y a même eu, je dirais pas une série, là, mais à chaque mois d'octobre pratiquement, ils font un nouveau volet, où est-ce que là on a eu Hunting of Hill House, on a eu Hunting of Bly Manor, Ok. et je crois que les mêmes producteurs l'an passé ont fait La Maison Usher, qui est un autre livre de Edgar Allan Poe. Ouais, ça me dit rien de par Non, c'est la ça, mais en tout cas, série. je nomme tous ces faits parce que Mhm. pour les personnes Mais qui c'est intéressant, sauraient. ben oui. Et ça, en fait, c'est son livre qui est un peu moins connu. Et je dirais que là, on s'éloigne de ce qu'elle connaît parce que là, avec Hill House, elle a vraiment fait du paranormal. Ok. Et là, ici, on n'est pas du tout dans le paranormal, mais on est quand même dans les démons, mais les démons du quotidien. Oh, quand même. Et bon, en fait, on est au manoir Blackwood avec la famille Blackwood, mais cette famille-là, elle est décimée. Parce que un bon soir, ils ont soupé en famille et la moitié de la nourriture était empoisonnée. Donc, la moitié de la famille est décédée, mais ce sont des personnes stratégiques qui sont décédées et ceux qui restent ont aussi été choisis. Bon, Donc, c'est très convivial. quand même. Donc là, on se retrouve avec Marie-Catherine, sa soeur Constance et leur oncle. Et bon, là, c'est les trois seuls membres de la famille qui restent. Mais tout est dans les non-dits avec ce livre-là. Où est-ce que là, la grande noirceur, elle est là. Il fait toujours noir, on est dans un grand château gothique. Où est-ce que les volets sont fermés. Où est-ce que là, les gens du village pensent que ce sont des meurtriers. Il y a des ragots quant à savoir, en fait, lequel des trois membres de la famille restants aurait tué les autres. On sait qu'il y a eu aussi une enquête, mais il n'y a pas nécessairement de meurtrier qui a été pointé.
Donc, on sait jamais au final. On est un peu, pas nécessairement entre le rêve et la réalité, mais c'est très nébuleux. On n'est pas loin quand même. Ouais, et on est dans la tête de Marie-Catherine, qui est adolescente. Je pense pas qu'on a son âge, mais elle est vraiment très jeune. Et des fois, elle se fait des réflexions, on se dit, mais c'est elle qui les a tués. Mais des fois, on se dit, ah non, peut-être pas finalement. Ah, j'aime ça, oui, ok. Ouais. Et là, il y a aussi l'espèce d'ambiance small town qu'on parlait, où est-ce qu'elle doit aller faire ses courses en ville, mais là, on voit que tout le monde s'enfuit, tout le monde la regarde de loin. Et encore là, est-ce que ce sont les villageois qui ont peur des Blackwood ou ce sont les Blackwood qui ont peur du restant du village? Donc là, on vient jouer avec ça aussi. Et c'est le genre de livre où est-ce que la maison est le personnage principal. Et ça, on adore. J'adore, vraiment. Puis, ça semble, excuse-moi, là, mais être assez court aussi. Ah, c'est là. très court, oui. 125 pages, je pense. 150. Ah, mais c'est ça. Ah, j'adore. J'adore. Ça, c'est dans mes cordes parce qu'on appelle ça être efficace. Exactement. Puis, je dirais aussi que, mettons, ceux là, qui seraient intéressés, mais qui veulent pas nécessairement se lancer dans la lecture, il y a un film qui est sorti, là, 5 ans, j'ai envie de dire, avec des acteurs vraiment connus, mais ça a vraiment passé sous le radar. Il y a Sebastian Stan. Mon Dieu, oui, mon Bucky. Ah oui, non, mais... Ah oui, on se situe sur la même longueur d'onde. Oui. On n'est pas surprise. Non. Et il y a aussi Alexandra Daddario. Oui. Donc, tu sais, il y a vraiment plein d'acteurs connus. Et je vous dirais que j'ai écouté le film. Et le film est un copier-coller de ce livre. On n'a absolument rien changé. Tout ce qui est dans le livre est dans le film. Tout ce qui est dans le film est dans le livre. Donc, si vous avez envie de juste l'écouter, le film est vraiment pas très long. 1h20 environ. Effrayant ou pas si pire? On sent la vibe gothique. OK. Mais je dirais que le livre est peut-être un peu plus effrayant que le film, par contre. OK, mais c'est pas le genre de film que comme j'ai les mains sur mes yeux tout le long, puis j'essaie de me raconter des chansons dans ma tête pour éviter de tout entendre. OK, parfait. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune violence, là. On est vraiment justement dans les démons du quotidien. Clairement, tous les personnages ne vont pas bien. Ouais. Et être ensemble, ça va encore moins bien. OK. Je résumerais ça comme ça. Ah, mais je vais aller voir mon petit Stanley. Ouais. Mais c'est ton petit quoi? Mon petit Stanley. C'est ça? Non! Comment il s'appelle? Stan. Ah, Stan. Sébastien Stan. Oh. Sébastien. Ah, c'est... J'ai déjà le surnom, là. Oui, mais on se le représente très bien. Sébastien Stan, je pense que c'est ça, moi. Ouais, c'est pour ça que je le recommande pas d'emblée. C'est pas nécessairement un livre qu'on est en fait dans une ligne directrice normale d'un récit. Là. J'ai pas l'impression qu'il y a une introduction, un milieu puis une fin. On suit une tranche de vie. Puis on essaye, en fait, de trouver le vrai du faux. Ce qui est marquant. Ouais, ce qui est marquant. Ben, fait qu'il valait la peine d'être mentionné. Ben, je le garde en note, sait-on jamais. T'aurais peut-être une petite envie à m'amener. Peut-être. OK. Bon, grande noirceur. Ouais. Moi, je suis allée, là, à l'opposé. Je suis allée avec la grande noirceur. Je suis allée noir, lugubre, mouillé, étouffant, que t'as envie de t'y échapper le plus rapidement possible. OK. Et c'est la raison pour laquelle je pensais qu'on avait un même titre en commun. Quelque chose que j'ai lu. Oui, quelque chose que tu as lu. Et quelque chose que, honnêtement, je pense que c'est le genre de roman que ça vaut la peine de le lire une fois. OK. Mais je ne pense pas que c'est le genre de livre qu'on a envie de se replonger une deuxième fois. Ah! Oui. American Predator. Non! Ah, j'étais sûre de ma chute! Non, en fait, je vais te le nommer parce que tu vas le reconnaître tout de suite. Débâcle. Ah, oui. On l'a mentionné un petit peu plus tôt. C'est pour ça que je pensais que tu allais me le dire, mais oui. Ah, mais non. Qui est de Liz Spitt, en tout cas que moi j'ai lu avec les éditions de Babel. Oui. Mais juste la page couverture, on va vous la mettre quelque part évidemment pour ceux qui nous écoutent en audio. C'est une jeune fille d'à peu près 8 ans peut-être. Là. Sur la couverture, elle a l'air très jeune. Ouais, très jeune. Elle a une cigarette à la main. Puis, elle semble un peu dépravée. Là. Mais un beau contraste entre justement la cigarette et le fait qu'elle est habillée tout en rose, un peu comme une poupée. Bubbly, là. Ouais. Ah non, il y a quelque chose de dérangeant avec cette page couverture. Et le contenu l'est tout autant. Oui. Donc, en fait, c'est que pour moi, la grande noirceur, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y aller avec quelque chose qui te donnait des frissons peut-être plus internes. Dans la mesure où on venait vraiment jouer avec ton système de valeurs.
et dans lequel j'avais l'impression qu'on pouvait se sentir très cloisonné. D'où l'étouffement, justement, de la grande noirceur. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis dit, petit recoin sombre, j'ai l'impression que c'est le genre de livre qui me mit dans mes retranchements, donc qui m'a accoté au pied du mur, puis que j'étais incapable de m'arrêter de lire, mais que j'avais besoin de pause à cette histoire. Donc tu vas pouvoir comme collaborer à ce que je vais dire. Donc toi, tu as vraiment été plus du côté détresse psychologique. Ah oui, là, vraiment, là, pour moi, Grande Noirceur, ça me sonnait un peu avec le Québec de Maurice Duplessis, où tout est très, très surveillé, très cloisonné, très fermé d'esprit. On dirait que dans ma tête, je suis allée vraiment comme au sens littéral, quasiment, là, littéral. Ah, j'adore. On a vraiment deux avenues différentes. Puis comme je te dis, je t'invite à en parler avec moi, là, clairement, mais si on se veut à se donner là, un léger résumé, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est que on pourrait dire qu'il s'agit de 3 enfants qui se trouvent à être pas mal les 3 seuls du même âge dans le village dans lequel ils ont grandi. Et ces 3 enfants décident de faire des jeux d'enfants. Ouais. Les jeux d'enfants commençant de manière très, je vais dire, ludique et naïve, et qui s'amènent à débouler en vieillissant à des contextes de jeu qui deviennent de moins en moins enfantins malgré leur jeune âge. Ouais. Et dans lequel le personnage que l'on suit est une jeune fille qu'on va suivre justement là, de sa très jeune âge, donc 5-6 ans, aller jusqu'à l'âge adulte ou à peu près, et qu'elle apprend à grandir avec 2 garçons du même âge qu'elle qui se trouvent à être le duo, on va dire quasiment infernal, là. Ils font tous les mauvais coups ensemble, et elle doit choisir entre suivre la gang pour y faire sa place ou sortir du moule, mais vivre avec cette espèce de sentiment-là de réclusion et de rejet, en fait. Je sais pas si tu le présenterais à peu près pareil. Oui, là. je le présenterais pareil, puis je dirais même que les jeux d'enfants, en fait, sont surtout faits par les 2 mêmes enfants, puis on a la 3e petite fille qui suit, mais qui est toujours un peu en dilemme, parce qu'elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais en même temps, si elle ne le fait pas, elle est rejetée. Puis elle souffre en fait de ce rejet-là parce qu'il y a aussi un espèce de contexte familial dans lequel elle se sent aussi rejetée de par le fait que c'est une famille qui manque énormément de ressources. Ce sont des parents aussi qui malheureusement n'ont pas les compétences parentales nécessaires pour élever une famille. Oui. Donc c'est très pesant. On dirait qu'on en parle puis je ressens là, cette espèce de manque-là de lumière. Mais c'est fait avec tellement un souci de réalisme et de détail que je trouve que c'est vraiment une grande œuvre qui est marquante avant même qu'elle soit choquante, parce que je vous avouerai qu'il faut quand même être préparé au genre de lecture qu'on nous amène. Ouais. Mais je trouve que si on se dit qu'on y va dans un automne qui est très sombre, très noir, très étouffant, c'est le genre de lecture qui nous offre ces 3 mots-là aussi rapide qu'un claquement de doigts, là. Vraiment, puis je rajouterais que c'est un livre qui joue avec la notion de limite, je trouve. Parce qu'on est à un certain âge, je crois qu'ils ont environ 14 ans. C'est l'été où ils ont 14 ans, je crois. Que les choses changent. Que les choses changent. On dirait qu'on passe un peu de l'enfance à l'adolescence. Il y a aussi la notion de puberté. Il y a la notion aussi de l'éveil sexuel, la curiosité. Où est-ce que là, justement, elle est où la limite? Où est-ce que la curiosité devient malsaine? Où est-ce qu'on devrait s'arrêter? Qu'est-ce qui est un jeu? Qu'est-ce qui n'en est plus un? Exactement. Et on franchit ces limites-là, on essaye de les délimiter, ils sont pas nécessairement aux bons endroits. C'est vraiment un livre qui reste dans la gorge. Ah oui, vraiment, là. Puis, je veux dire, j'ai rarement eu à déposer des livres, peu importe les sujets abordés, puis celui-là, c'est le genre de livre que j'avais besoin de digérer ce qui était donné parce que tout est laid. Je veux dire, la ville, elle est laide, les enfants, les relations entre eux, les relations avec les parents, les adultes, la manière qu'ils interagissent entre eux, tout est laid, tout est... Ouf. Mais c'est quelque chose, honnêtement, qui, je trouve, en vaut la peine. Parce que, honnêtement, je ne pense pas avoir déjà lu un livre qui me fait sentir comme ça. Non. Puis je dirais aussi que en fait, s'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est un livre qui est quand même assez long.
Ouais, quand même. On est Je dans dirais... du plus de 600 pages, je crois, vu que c'est un format poche. 600 pages? Ouais, 600 Pas mal environ, je pense. Je dirais de se lancer en faisant confiance à l'autrice. Parce qu'au début, moi, j'ai eu l'impression pendant un très long moment qu'on me lançait un peu des chapitres disparates, qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre. C'est très lent. Quand tout finit par s'emboîter, la satisfaction, premièrement, que tout s'emboîte, mais aussi l'horreur. Ah ouais. Ouais, c'est un sentiment d'horreur, hein? Oui. Ah, vraiment. Puis c'est l'horreur humaine. Oui. Ouf. Oui, hein? Genre, oui, c'est ça. On peut pas rester indifférent, honnêtement. Là, ça vaut la peine. Ouais. C'est ça. Disposer, mais ça vaut la peine. Puis j'ai pas l'impression que c'est un livre qui se situe dans la zone de confort de personne. Non. Honnêtement, moi je dirais là, d'emblée, là, lisez-le, puis... Venez nous en parler! Donc voilà, c'est ce que je voulais mentionner pour La Grande Noirceur. Oui. Il nous en reste un. 2. Il nous en reste 2. Ben non, 1. 1? Non, ah non, 2, t'as raison. Oui. Ok, tu veux poursuivre avec quoi? Hey, je peux-tu y aller avec genre ma plus grande peur de toutes mes peurs? Ah ouais, c'est ça ta plus grande peur de toutes les peurs? Hey. Ah oui, ben oui! Hey, non. Ok, vas-y. Autre anecdote. On va Je t'écoute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Audrey-Anne a peur de tout. A peur de juste être comme, c'est ça, kidnappée, pourquoi, je sais pas. Là, c'est mes épisodes de True Crime, je pense, qui me donnent cette peur, c'est ça, importante-là. Mais demeure que, depuis que je suis en âge d'être seule à la maison, ce qui me fout les jetons le plus au monde, c'est ce sentiment d'être observé. Le stalker. Cette espèce de sentiment que t'oses pas trop te regarder dans un miroir le soir, le peur, quelque chose d'autre bord, ou tout simplement que tu es devant ta porte patio, et là vient la mise en contexte. Chez moi, j'ai une grande porte patio qui mène au bois. J'ai pas de rideau encore, dû au fait que, bon, c'est ça, on est en rénovation. Et vient un moment où est-ce que il m'est interdit de passer devant cette porte patio parce que je me dis, les chances que je vois quelque chose sont sûrement de 100%. Donc, ça fait en sorte que comme, il y a un moment où est-ce que quand il commence à faire noir, que je suis pas trop sûre de ce que je vois au mon bois, j'ai la main proche de mes yeux, si je dois aller au frigo, si je dois aller au lavabo, si je dois jeter quelque chose, c'est pas possible. Je me sens totalement vulnérable. Et c'est le nom de la catégorie, le stalker. C'est la catégorie que je pensais qui, moi, me faisait le plus peur et toi, non. Fait que là, je suis vraiment surprise. Non, je veux dire, moi, là, je suis le genre de personne un peu parano qui me promène le soir, puis là, j'ai des écouteurs dans mes oreilles, puis je me dis, c'est sûr que je me fais regarder. C'est sûr qu'on me suit. T'as des écouteurs, puis t'écoutes un true crime d'un stalker qui a tué toutes ses victimes. Pour m'aider, tu sais. Ah, non, mais oui, voyons. Hey, non, mais tu me pensais si forte que ça. Je suis contente. Non, mais je me disais, en plus, on a lu récemment, on l'a pas lu ensemble, mais on a lu l'affaire du Golden State Killer, qui est un livre de true crime, publié dans la collection de true crime des éditions 10-18, justement. Et c'est vraiment le pire stalker que je n'ai jamais lu. Et c'est terrible. C'est terrible. Oh, mon doux. Je veux dire, on dévoilera rien ici des fois qu'on décide d'en faire un épisode, là, mais allez lire ça, c'est une petite pépite qui se lit les deux doigts fermés. Les deux yeux fermés. Les doigts dans le nez, les yeux fermés. Oui, c'est ça. Donc, honnêtement, c'est mon grand classique. Est-ce que tu me permets de commencer? Vas-y. OK, donc, j'y suis allée avec un duo d'auteurs que j'aime énormément. Qui sont conjoints, en fait, et qu'on connaît sous le pseudonyme de Lars Kepler. Ah, c'est un duo d'auteurs? Oui, exact. Donc, mari et femme, autrement dit. Puis, ils ont fait tous leurs livres ensemble. Et celui-là, en fait, que je veux présenter, ça se trouve être le grand classique du stalker, tant qu'à moi, qui s'appelle Désaxé, publié avec les éditions Babel Noire. La pochette est effrayante. Puis, honnêtement, je veux dire, le résumé va comme suit. Te sens-tu observé le soir chez toi? Si la réponse est oui, c'est qu'il est certainement déjà trop tard. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, autrement dit, ça le dit, là, on a une situation où est-ce que le criminel qu'on suit, ben, son grand plaisir, c'est de commettre des infractions, d'être
dans la maison au moment où est-ce que les personnes reviennent. Et s'il n'est pas dans la maison, c'est qu'il est à l'extérieur en train de faire je ne sais quoi. Et vraiment, c'est un bonbon pour les personnes qui aiment les romans dans lesquels on a le sentiment qu'on se fait piéger. Donc, des chemins, des tunnels, des endroits cachés de la maison, des bruits qui sont un peu incongrus, qu'on ne sait d'où est-ce qu'ils viennent, ce sentiment dérangeant d'avoir quelqu'un qui lit au-dessus de notre tête. Lars Kepler avec des accès, je n'ai rien d'autre à dire que lisez-le, petite frousse garantie. C'est pas très bon pour le sentiment de claustrophobie, ça? Ben, ça joue avec l'essence. Ouais. Okay. Je t'avouerais que c'est le genre de livre que j'essayais de fermer tous mes rideaux. Puis j'étais vraiment à l'écoute de ce qui se passait dans ma maison pour être sûre que je sois en sécurité. Et loin de ta porte patio. Et loin de la foutue porte patio, oui! Ah, mais ça me semble être un bon classique dans le genre. Ah, j'ai l'impression que des fois le stalker est inclus, mais n'est pas nécessairement l'élément central. Mais là, ça me semble être le truc principal. Ah, c'est son modus operandi. OK! Donc, je n'en dis pas plus, c'est une histoire classique, mais qui en vaut la peine. Est-ce que ça fait partie d'une série? Je sais qu'il y a une série aussi, Lars Kepler. En fait, c'est que Lars Kepler, c'est que souvent on retrouve le même personnage principal au niveau des enquêtes, qui est Juna Lina. Donc, oui. Des accès, je ne pense même pas que c'est le premier. Je crois que c'est genre le 6e. Mais encore une fois, ce sont des enquêtes indépendantes. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est toujours un plus, mais c'est pas nécessaire de le lire dans l'ordre. Ah, c'est intéressant. Mais je suis contente parce qu'on va vraiment dans des opposés. On se complète, toi et moi. Incroyable! J'y vais avec un young adulte. Mais j'ai tellement eu peur. Pour vrai, je pense que c'est un des livres qui me le plus fait peur en termes de stalker. Qui t'a foutu les jetons? Me foutu les jetons. Et c'est Five Survive de Holly Jackson. OK. Ouais, tantôt tu nous as parlé de Meurtre, mode d'emploi. Five Survive qui vient tout juste d'être traduit chez Casterman aussi. Fait que mets ça dans ta liste de souhaits. Je prends note, oui! Et là, on se retrouve en fait dans un huis clos. Où est-ce que l'histoire se passe dans les mêmes 30 pieds carrés et dans une période de temps de 8 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la minute. On voit chaque minute. Et on suit Red qui s'en va, en fait, je crois que c'est comme sa semaine de relâche. Et là, elle et ses amis ont loué un VR et s'en vont prendre des petites vacances ensemble dans un chalet entre amis. Mais bon, on ne se rend pas à ce chalet-là parce que le VR a une crevaison et bon, ils sont pognés là. Oh mon doux! Ah, ça me terrifie! Oui. Déjà, oui! Mais là, on comprend que cette crevaison-là n'était pas une coïncidence, que c'était voulu qu'il soit à cet endroit-là parce que le réseau est indisponible, donc ils n'ont pas moyen de communiquer avec l'extérieur. Et on comprend aussi assez rapidement par un petit point rouge clignotant qu'il y a un sniper à l'extérieur. Non. C'est beaucoup d'éléments quand même, hein? Non! Donc le sniper est en fait le stalker, parce que tout le long du livre, on sait qu'il est à l'extérieur, on sait qu'il entend tout, il voit tout, mais où est-il? On sait pas. Et là, il y a beaucoup aussi de tentatives de s'échapper. On dit ça, honnêtement, j'ai le petit frisson là, qui me pousse sur le bras, oui. Mais tout ça... OK, ça fait partie du stalker, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a un talkie-walkie dans cette histoire-là, où est-ce que c'est super silence et à un moment donné, il y a un petit grésillement. Non. Et le stalker qui dit « Allô? » Non. « Allô? » Ah, moi, ça, je peux pas! Hey, j'ai déjà peur! Je peux pas! Ah, c'est bon, oui! OK. Et moi, le talkie-walkie, là, ça me tue. Ben, avec raison. Moi, j'ai une question, OK? Je sors complètement du livre, mais on y retourne, là. Mettons que ça t'arrive, là. Es-tu la personne qui répond? Oh non. Moi, je fige, là. Je suis inutile, là. Je suis juste là. Je serais pareil. Pour vrai, j'aime à me dire que je serais sûrement la première à mourir. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'on meurt ensemble. C'est aucune foi en toi. Ça, je nous imagine dans le fond du caravane, on serait là. Ah non, mais géré, là.
pas disponible. On n'est pas là. C'est bon, excuse-moi, je voulais juste savoir. Ah non, mais ça fait un bel ajout parce que maintenant, je ne peux pas en dire plus. Parce que, étant donné que c'est un huis clos, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On peut se garder la surprise. C'est aussi un très bon livre. Mettons quelqu'un qui voudrait lire un livre sur la thématique des secrets, là. Ça aurait été un très très bon choix parce que on comprend que ce sniper-là n'est pas là pour rien. Là. C'est pas le campeur qui est passé là par inadvertance. Là. Non, ils ont été traqués pour une raison bien précise. Et là, les 6 amis sont à se demander, mais c'est qui est visé entre nous 6? Qui l'a invité? Qui a un secret ici? Qui l'a invité? Ok, mais j'adore. Quelqu'un qui voudrait lire sur la thématique des secrets, ça pourrait vraiment être un très bon choix. Nous prenons note ici. Moi et ma frousse, c'est sûr que nous allons le lire, oui. Tu liras ça devant ta porte-patio. Hey, elle veut ma mort avant moi. Hey, c'est pas possible. On me paierait 1 million, je le ferais. Bon peut-être pour 1 million, là, mais... Ouais, pas moi. Pas moi. Dernier thème? Ah, dernier! Oui, parce que là, je vois le temps qui passe, puis c'est vraiment un très long épisode, mais honnêtement, je pense que, comme, il en vaut la peine. Il en vaut la peine. D'accord. Mais en fait, peut-être qu'on va pouvoir en jaser ensemble. Ok, bon, on va y aller avec la présentation de la catégorie. Ouais. C'est on joue avec nos nerfs. Mm-hmm. T'avais-tu un petit ajout? On n'avait pas vraiment spécifié plus que ça. Non, moi, c'était plus dans le, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Ou est-ce qu'on est tout le temps un peu sur le bout de notre chaise, là? Oui. Tout le temps stressé. Et moi, j'ai envie de parler d'un livre que tu as lu aussi, que j'ai lu à cause de toi. Ah ouais? Et c'est Hurlement, de Alexis Lepskier, qui est publié chez Michel Lafon, qui est aussi édité au format poche chez Pocket. Oui. Et bon là, c'est ça, c'est un tome 2 par contre du duo d'enquêteurs, mais honnêtement, moi je n'ai pas lu le 1, j'ai seulement lu le 2 et... Individuel encore. C'est l'avantage des trailers, bien souvent, et on peut lire en indépendant sans problème. Ouais, et c'est le genre de livre qui est sur le même rythme tout le long, et c'est-à-dire un rythme haletant, rapide, on est sur le bout de notre chaise à la page 1 et on l'est aussi à la dernière. Puis je trouve que c'est un de ces livres où est-ce qu'il y a encore une fois pas beaucoup de personnages, pas beaucoup de secrets, mais on est dans le noir tout le long. Oui, on nous tient en haleine. C'est vraiment la définition, puis je veux pas te couper la parole. Non, vas-y. C'est la définition même du juste un dernier chapitre. Oui. Puis finalement, en plus, c'est des chapitres de 2 pages. Là. C'est ça. Puis finalement, ça s'enchaîne. Là. Puis là, la nuit avance ou le jour avance, peu importe. Mais comme on a envie de se rendre à terme rapidement. Vraiment. Puis je dirais aussi que ce que j'ai vraiment apprécié de ce trailer-là, c'est que on ne se perd pas dans des dédales de l'enquête où est-ce qu'on ouvre des portes, puis là finalement ça mène à rien, donc on les referme, puis on s'en va dans une autre direction. Oui, il y a des éléments qui sont des pistes, mais j'ai l'impression que tout est quand même utile. Oui, vraiment. Puis l'avantage aussi de ce roman-là, c'est que bon, l'auteur est français. Oui, je trouve que des fois, le risque avec les auteurs français dans le trailer, c'est que ça vient avec des termes de police, des sigles quelconques qu'on ne connaît pas, puis qui viennent un peu alourdir, tant qu'à moi, le texte, ce qui est vraiment pas le cas avec lui. Je trouve que c'est très, je vais dire, international, entre guillemets, dans le sens que j'ai l'impression que je connais les lieux sans même m'être déjà... sans même y être déjà été, en fait. Non, c'est vrai. Puis ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que c'est comme des sévices qui tournent autour des 5 sens. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Où est-ce que là, on retrouve en fait 5 femmes qui sont décédées. Mais là, il y a clairement quelque chose avec les sens, puisqu'elles ne peuvent plus voir, ne peuvent plus entendre, ne peuvent plus parler. Ne peuvent plus non plus ressentir le toucher. Grâce à leurs sévices, en fait. Puis cette thématique-là fait vraiment du sens par rapport à toute l'intrigue. Puis je trouve que ça a rendu la chute encore plus satisfaisante. Fait que j'en dis pas plus. C'est satisfaisant comme histoire. C'est vraiment un bon livre. Ouais, je comprends. Très bon choix. J'ai juste hâte de découvrir plus de cet auteur-là, en fait. Allez-y, je vous le dis, vous allez nous remercier. Je finis. Le dernier, oui. Je te dirais que moi, j'y suis allée avec le... Voyons, c'est-tu vraiment ça qui se passe? On dirait que j'avais comme envie. Puis, bref, ce qui m'a comme mené à ce roman-là, c'est vraiment ce sentiment-là d'être à bout de nerfs, on va le dire comme ça, qui est Bouche cousue
de Marie-Lou Addison. Ah, ça, c'est une autre couverture que j'ai de la misère à regarder. Oui, donc qui est de chez De Mortagne, Oui. je crois. Hein? Donc, on se retrouve avec un roman où est-ce que j'ai l'impression d'avoir ri jaune à plusieurs moments, tellement que je trouvais ça dérangeant. Ah, c'est bon, ça. Donc, quand je dis jouer avec les nerfs, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une espèce de certain malaise, mais une certaine sympathie. OK. En même temps, là, de toute la monstruosité de l'histoire par rapport au personnage que l'on suit, qui est vraiment une vieille folle, disons-le ici, qui, je me dis, elle va... Ben bref, c'est que, sans rentrer dans les grands détails, c'est que la personne que l'on suit a commis un certain crime qui fait en sorte qu'il y a une personne qui est enfermée chez elle, là, qu'elle a kidnappée, nommons-le ainsi, et dont elle décide de prendre soin. OK. Mais prendre soin de manière assez décousue. Et bon, cette personne-là a un certain âge, elle est suivie aussi par ce qu'on va dire, entre guillemets, le CLSC, donc on va dire quelqu'un de l'hôpital là, qui vient rendre visite à cette personne-là pour s'assurer que tout va bien dans son quotidien. Et donc, elle doit comme jumeler entre sa vie secrète du fait qu'elle a quand même quelqu'un qui est retenu contre son gré chez elle et les personnes des relations d'aide et autres qui viennent voir si elle va bien. Donc, on a comme accès à deux pans d'une même personne, donc deux pans d'une personnalité qui sont vraiment très contradictoires et sur lesquels elle manque de plus en plus de contrôle. Et on vient aussi rapidement à bout de nerfs qu'elle par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle. C'est bon, ouais. C'est dans la démesure, c'est drôle tout en étant très satirique à la fois. C'est horrible tout en étant comme savoureux. Je sais pas comment dire, mais c'est... En tout cas, moi, ça a été vraiment une belle pépite. Puis, je dois avouer, c'est un roman que j'ai lu, là, que j'ai consommé en audio. Et je vous le suggère à 1000%. J'ai l'impression que c'est un film. La narration est bonne. Qu'on me racontait. De la manière que les chapitres sont faits, c'est tellement étrange. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Là, vous faites votre petit souper en même temps d'écouter ça. Là. Plaisir garanti. On voit pas la fin venir. Encore moins l'épilogue. C'est ça. J'étais à bout de nerfs. J'étais sur le bout de ma chaise. Mais là, on s'entend, c'est pas au sens même du terme, là, mais j'avais envie d'aller jusqu'à la fin. C'est savoureux. Ah, mais là, je suis contente que t'en parles parce qu'on dirait que j'ai pas vraiment vu ce livre-là passer. Donc, un roman québécois, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Mais pour vrai, ça vaut le détour. C'est vraiment bon. Ah, c'est très intéressant parce que je pense que les éditions de Mortagne ont une collection justement un peu plus horreur. Possible. Je pense que ce livre-là en fait partie. C'est vraiment possible. Ouais. Je te dirais que la maison d'édition, je la connais pas énormément, mais celui-là en particulier mérite le petit temps d'investissement. Il est court aussi, je pense. Ben là, c'est sûr que moi, je l'ai fait en termes d'écoute. Fait que c'est sûr qu'au niveau du nombre d'heures, c'était relativement court. Mais je pense que c'est un roman qui doit approcher des 300 pages. Là, donc, ça se lit, ça se lit relativement vite. Oui, vraiment. Parfait. Fait que voilà. On a fait le tour de nos catégories. Ouh, là, on espère que vous avez les cheveux dressés sur la tête, la chair de poule bien prononcée. Et qu'on a peut-être aussi donné des idées pour ajouter à votre pile à lire d'automne pour ceux qui sont toujours friands d'une bonne thématique. On veut vous donner la frousse. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on se jase un petit peu de qu'est-ce qu'on lit rapidement? Rapidement, oui. Je te dirais que c'est un roman sur lequel j'ai lu quelques mots, donc j'aurais pas grand-chose à dire encore sur mon appréciation. OK. Mais je lis présentement le tome 1, L'Engrange-Temps. Qui est de Neil Pfeiffer, ouais. Donc, autrice de Montréal, publiée chez PH Livres, je crois. Petit homme. Ouais, Petit homme. Puis pour vrai, jusqu'à date, ça s'annonce vraiment, vraiment bien parti dans une espèce de formule un peu de magie où est-ce que le temps est un pouvoir en soi. Puis on suit en fait là, une jeune personnage qui a la possibilité de parler avec, ou du moins d'interagir d'une quelconque manière avec le temps et l'âme de ces horloges-là.
et dans lequel, bon, elle doit puiser une certaine partie de sa force pour vaincre certains complots de sa cité. Mais bon, comme je vous dis, j'ai lu peut-être 2 pages, là, donc je pourrais pas en dire plus que ça. Mais je crois que je tiens ici quelque chose qui devrait me plaire. Ah, je suis contente d'entendre ça. Oui. Parce que je pense que c'est pour un public très jeune. Oui, je crois que ça s'adresse à du 15-16 ans, grosso modo. Ok, j'avais l'impression que ça se rapprochait peut-être un peu plus du middle grade que du young adult. Jusqu'à date, ou du moins, il faudrait que ce soit, mettons, des bons lecteurs avancés, peut-être. Là. Ok. Mais moi, ça me sonnait vraiment plus comme du 15-16 ans, du secondaire. Des personnes secondaires, je pense qu'on est comme dans leur créneau, du moins la cible c'est bien. visée. Ouais. Donc, le personnage, elle est horlogère. Je peux pas dire qu'elle est horlogère, mais je crois qu'elle a un lien d'une certaine forme de sorcellerie relié à ces objets-là, mais peut-être on que laisse oui. ça en suspens et on le lit c'est pour ça, découvrir. là, c'est ça, on s'en reparlera. Ah, ça reparle, parfait. Toi? De mon côté, je l'ai physiquement parce que je suis incapable de nommer le nom de l'autrice, mais c'est Immortal Dark. C'est bon. Tigès Girma. Ben, c'est en est bien sorti. Pas trop pire, mais je l'aurais pas retenu. Qui est en fait le tome 1 d'une trilogie. Surprise, je pensais que c'était un standalone, mais non. Mauvaise surprise? Non. Ok. Non, ça va. Et ce livre, je sais pas trop comment en parler, parce que je suis rendue à environ 50%. Ouais. Et ça fait 50% que je roule un peu des yeux. Mais là, ça fait quelques pages que je suis comme, oh, on est en train de passer de 0 à 100. Donc là, je me laisse un peu le bénéfice du doute jusqu'à la fin. Ça se peut que je vous arrive avec un coup de cœur. Ça se peut que je vous arrive en disant, hey, finalement, c'était une fausse alerte. Et c'est autant un navet que ça a commencé. Ce livre avait vraiment tout pour me plaire parce que là, on mélange en fait des vibes Dark Academia où est-ce que là, on est dans des écoles, mais avec des immeubles très gothiques, où est-ce que là, on parle vraiment de l'élite. Donc, ils sont dans une classe, mais il y aura seulement un étudiant qui va passer à la fin. Donc, ils sont tous un peu en compétition, un contre l'autre. Et c'est aussi un livre avec des vampires. Vraiment super intéressant. Je trouve que les vampires, en fait, sont abordés de façon super originale. Par exemple, dans ce livre-là, je l'accorde. Le seul petit bémol, en fait, que j'y trouve pour l'instant, c'est les personnages. Je suis pas capable de m'attacher à eux parce qu'ils sont tous un peu en quête de vengeance, d'injustice. Et, bon, ils se détestent tous à cause de ça. Mais on dirait que j'ai de la difficulté, en fait, d'avoir de l'empathie pour ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils sont tellement cruels, en fait, ils ont tellement le sang-froid que je me dis... Typiquement vampire. Typiquement vampire, mais les humains le sont aussi. Même pire, peut-être. Même pire, pratiquement. Mais je comprends là, qu'on est vraiment dans un but de enemies to lovers, définitivement. Ah, ok, il y a une romance aussi. Oui, il y a une romance aussi. Ah non, mais là, moi, je m'attendais à genre une chasse quelconque, mais pas... Non, il y a aussi un enemies to lovers. Ouais. En fait, l'intrigue principale, en fait, c'est que le personnage humain, qui est une fille, il faut qu'elle emménage dans une maison et elle doit, en fait, graduer pour pouvoir hériter de la maison. Mais à l'intérieur de cette maison-là, il y a aussi un vampire. Coquine! Mais oui! Mais lui, il voudrait aussi hériter de la maison. Je comprends. Mais si elle existe, il peut pas hériter de la maison parce que c'est elle la future héritière. D'accord, donc mais s'il la tasse de son chemin, ben c'est lui qui a la maison. Donc vous voyez un peu les plans et les stratégies qui sont en train de se monter ici. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un livre qui a énormément de potentiel. Mais c'est le genre de livre aussi que tu commences, là, puis que tu te fais garrocher, genre 3000 informations, tu comprends pas comment ça fonctionne, t'as l'impression, en fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ce livre-là, c'est pas un tome 1. J'ai l'impression là, de lire un tome 3, là, puis qu'il s'est passé plein d'affaires. Là. J'ai l'impression que les personnages ont tous beaucoup de bagages, puis là, faut tout que j'apprenne. Qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je ne commence pas l'aventure avec eux là, en même temps. Là. Je commence, puis eux, ils ont déjà vécu plein d'affaires. Ouais, mais ça, je pense que c'est parce que ça répond pas à ton besoin de savoir. Non, mais c'est vrai que t'aimes ça. C'est ça, parce que, tu sais, pour moi, mettons, ce que tu me dis là, je me dis, genre, legit, ça serait dans mes cordes, mettons. Mais j'avoue que toi, tu sais, qui as besoin de le savoir, le pourquoi, clairement, là, on n'y répond pas parce que c'est le tome 1 sur 3. Ouais.
C'est vrai, t'as raison. C'est peut-être une partie de ton problème. Je dis pas que l'autrice après ça écrit bien, là. Ça peut être. Ah, mais l'autrice écrit vraiment super bien. C'est vraiment plus. Le nombre de réponses. Mais oui, je comprends que moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup de réponses quand je fais une lecture. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous sont pitchés et qu'on aurait pu attendre. Je comprends. Avant de me les nommer. Fait que j'irai avec ça. Mais c'est parfait. Ouais, fait qu'à suivre. On s'en reparle. Je sais pas du tout de quel côté ça va aller. Parfait. Donc, ben merci de nous avoir écoutés. Oui. Surtout après ce long épisode. Je crois que c'est notre plus long quand même. Mais c'est parce que ça vient rejoindre des choses qu'on aime, assurément. Donc, encore une fois, je sais que je le répète souvent dans les derniers épisodes, mais c'est parce que c'est comme fou, en fait, je vais dire... La réception. La réception, oui. Puis les conversations qu'on est capable d'avoir aussi avec les personnes qui prennent le temps, là, clairement, de nous écrire. Donc, juste gros merci. Pour vrai, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Puis, je vous invite encore une fois à nous suivre sur nos balados. Puis également de nous laisser un petit 5 étoiles. Ça fait en sorte que, oui, des personnes de la Belgique ou de la France nous laissent des commentaires pour nous dire qu'ils nous écoutent. Donc, c'est toujours bien agréable de savoir qu'on est capable de rejoindre autant de personnes. Ça, je t'avoue que j'ai eu 2 minutes quand j'ai vu qu'il y avait des commentaires d'aussi loin. Mais sinon, sur YouTube, moi, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi le truc qui vous donne le plus de frissons, que ce soit une des catégories qu'on a mentionnées ou quelque chose qui est passé sous notre radar complètement. Je serais vraiment curieuse. Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Et sur ce, à la prochaine! Bye!